Allez-y. Voilà. OK. Alors, je vois des petites vignettes avec des noms et des visages pour certains. C'est plus agréable quand il y a les visages. Donc, bienvenue à tous pour donc, ce webinaire sur le mécénat de compétences. Sujet un petit peu nouveau qu'on va essayer de vous faire toucher du doigt, découvrir pour certains. Voilà, donc c'est un webinaire qu'on fait en partenariat comme beaucoup de nos webinaires pour faire jouer un petit peu l'effet réseau. Donc aujourd'hui, il y a l'EM Lyon qui est bien représenté, les SEC, il y a quelques ponts, télécom, voilà, et bien évidemment beaucoup de mineurs aussi. Voilà. Alors, on a un spécialiste en la personne de Grégory Perret, qui est le directeur régional de l'association majoritaire dans ce domaine. Voilà, dans le domaine, il y avait un écho, donc je reprends. Donc, Pro Bono Lab, qui est l'association leader dans ce domaine, Grégory Perret, qui est donc le responsable régional de cette institution, qui va nous dire beaucoup de choses. Et puis, nous avons également un ingénieur télécom qui a fait un assez long parcours dans le mécénat de compétences, puisque c'était 2 ans ou 3 ans. Donc, en la personne de Patrick Bergeau, qui interviendra pour apporter son témoignage. Voilà, donc ce qu'on propose, c'est comme on n'est pas très très nombreux, c'est que vous puissiez bénéficier du côté convivial de ce webinaire et du petit nombre, une vingtaine. Posez vos questions en direct. Si pour des raisons de confidentialité ou de bureau partagé, vous avez besoin d'utiliser le chat, n'hésitez pas à mettre vos questions et c'est moi qui les relayerai donc à nos intervenants Grégory Perret et Patrick Bergeau pour le témoignage. Voilà, et puis posez-les au fil de l'eau, levez la main, on ne va pas tout garder pour la fin, on peut se permettre d'interrompre nos intervenants pour préciser un point. Et donc, on vous lâchera à 14 heures grand maximum pour que vous puissiez reprendre vos activités habituelles. Voilà. Eh ben, c'est à vous, Grégory, et puis très bon webinaire à tous. Bien, bonjour à tous. Je suis ravi effectivement d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler donc d'un sujet passionnant et très important, donc le mécénat de compétences. Voilà, pour vous permettre de mieux cerner ce que l'on met derrière ce sujet, ce terme. Voilà, vous donner tous les éléments de compréhension qui vous permettront peut-être de vivre ce type d'engagement associatif dans les prochains mois, les prochaines années. Alors voilà, donc comme Michel l'a dit, je suis directeur régional de l'antenne Auvergne-Rhône-Alpes pour l'association Pro Bono Lab, que je vais vous présenter du coup juste après, en quelques mots. Voilà, donc pour ce webinaire, on vous propose le programme suivant, donc bien comprendre de quoi on parle quand on parle de mécénat de compétences, le différencier du bénévolat de compétences, et puis voilà, avoir quelques données chiffrées en tête pour mesurer la tendance actuelle de ce format d'engagement mis en œuvre par les entreprises. Et puis, effectivement, on terminera par un témoignage de Patrick qui vous racontera son expérience en mécénat de compétences à long terme. Alors, Pro Bono Lab, qui sommes-nous? Donc, on existe depuis 2011. Nous sommes une association qui, dès ses origines, s'est spécialisée dans l'engagement par le partage de compétences. Donc, en ça, on se différencie d'autres associations qui proposent du bénévolat, on va dire, classique. Pour nous, l'idée, c'est de permettre à tout un chacun de prendre conscience que l'on a des compétences à partager, notamment sur des causes d'intérêt général, d'utilité sociale ou environnementale.
Et donc, notre ambition, c'est de faire partager la pratique du pro bono, que je définirai juste après, et voilà, susciter l'engagement du plus grand nombre dans les associations pour leur apporter leur expertise, leurs compétences sur des domaines en particulier. Voilà, donc notre association, elle est structurée en différents pôles. On mène différents types d'activités. Déjà, des actions de plaidoyer, de promotion de l'engagement, avec un observatoire qui réalise un certain nombre d'études et qui relaye ces études sur différents supports et médias. On a un club d'entreprise, un club du pro bono au niveau de notre tête de réseau national qui permet de mobiliser des entreprises, mais également des citoyens pour réfléchir ensemble aux problématiques et aux questions liées à l'engagement des entreprises notamment. Et puis, on a tout un panel d'actions qui nous permettent donc de mettre en mouvement, de mettre en action les individus et les organisations pour se mobiliser donc, sur différents types de programmes d'engagement. Voilà, donc on a notamment des programmes d'intérêt général qui nous permettent de nous adresser à des publics que l'on dit relativement éloignés des pratiques d'engagement associatif, mais on a également des prestations de services que l'on peut réaliser avec les entreprises pour les aider à mettre en œuvre leur politique d'engagement et voilà, pour directement leur proposer des actions aux côtés de nos associations partenaires. Alors voilà, aujourd'hui, l'association Pro Bono Lab, c'est 25 permanents sur cinquantaine en France. Et puis, on participe également à une dynamique internationale en étant adhérent du Global Pro Bono Network, voilà, un réseau international d'associations qui œuvrent pour le partage de compétences dans les différents pays. Alors, de quoi on parle quand on parle de partage de compétences? Donc, on parle voilà, d'un engagement volontaire de la part de personnes, d'individus qui vont mettre leurs compétences au service d'associations d'intérêt général notamment, mais pas que, on le verra juste après. Et voilà, cet engagement, il se fait bien sûr de manière désintéressée, non lucrative, au profit du coup de ces causes d'intérêt général. Et donc, dans le partage de compétences donc, que l'on appelle pro bono, on distingue deux choses différentes. Le bénévolat de compétences donc, qui consiste en la mobilisation sur son temps personnel au profit d'une organisation à but non lucratif et à finalité sociale. Et donc, le mécénat de compétences qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est la mise à disposition par une entreprise de ses collaborateurs. Et donc là, la différence, c'est que c'est sur leur temps de travail. Voilà, donc pour réaliser, que ce soit de manière individuelle ou collective, différents types d'actions d'intérêt général qui vont mobiliser les compétences professionnelles des collaborateurs, mais pas forcément. Ça peut être aussi des actions de terrain directement en immersion dans les activités habituelles d'une association. Voilà, donc ce dispositif, le mécénat de compétences, il a commencé à être normé par la loi Ayagon de 2003. Donc voilà, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à en parler. Il offre donc une possibilité de déduction fiscale pour les entreprises voilà, que je vais détailler juste après. Et il couvre des réalités qui sont très différentes, mais dont on distingue deux grandes possibilités. C'est la prestation de services d'une part ou le prêt de main-d'œuvre d'autre part. Voilà, donc je vais détailler pour vous permettre de bien comprendre ces différences. Alors, voilà, donc je le disais, le mécénat de compétences, c'est une mise à disposition de salariés sur leur temps de travail au profit donc d'un organisme bénéficiaire. Quels peuvent être les organismes qui sont éligibles au mécénat de compétences pour accueillir en leur sein des personnes venant de l'entreprise? C'est notamment les associations reconnues
d'utilité publique, mais également associations d'intérêt général. Ce sont des fondations également. Voilà, donc le champ d'activité de ces organismes doit être en France. Et il y a également la possibilité pour les entreprises de mobiliser leurs collaborateurs auprès d'autres structures, les collectivités locales. Oui, Michel? Alors, une question de François qui nous dit, est-ce qu'une SASU peut faire du mécénat de compétences? Est-ce que toutes les entreprises, quel que soit leur statut, peuvent utiliser ce statut-là au final? Tout à fait, effectivement. C'est ouvert vraiment à tout type d'entreprise sans limitation. Très bien, Voilà. merci. J'aurais tendance à dire que même une très petite entreprise, un auto-entrepreneur pourrait choisir de mobiliser ses compétences dans le cadre de son auto-entreprise et bénéficier de la défiscalisation du temps qu'elle mettrait à disposition d'un organisme d'intérêt général. Et donc, voilà, les autres organismes éligibles, c'est les collectivités locales. Si, voilà, dans les faits, peu de mécénat de compétences se font auprès d'elles. Ce sont les fonds de dotation et ce sont également les institutions culturelles. Voilà, mais aussi les établissements d'enseignement supérieur, publics ou privés, qui bénéficient d'un agrément. Alors, l'intérêt financier pour l'entreprise, on verra les autres types d'intérêts par la suite, c'est déjà de bénéficier d'une réduction fiscale. Donc, voilà, l'article 238 du Code général des impôts indique que le mécénat d'entreprise peut conduire à une réduction d'impôt de 60% du montant du don, donc dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaires hors taxe. Il y a un plafond pour cadrer un peu mieux les choses, qui est de 2 millions d'euros de dons, en sachant que là, attention, je parle à la fois de la défiscalisation des salaires versés dans le cadre d'un mécénat de compétences, mais je parle également de mécénat financier. Voilà, la loi aujourd'hui ne distingue pas le mécénat financier et le mécénat de compétences. Et du coup, pour le calcul des déductions fiscales, voilà, ça rentre dans le même périmètre d'application. Voilà. Et donc, du coup, la limite des 2 millions d'euros de dons, qu'ils soient financiers ou en compétences, ce plafond ne s'applique pas pour les associations qui œuvrent auprès des personnes en grande précarité et notamment qui font de l'aide alimentaire. Donc voilà, c'est une loi qu'on appelle loi Coluche notamment, et voilà, qui permet pour les Restos du Cœur, le Secours populaire ou d'autres types d'activités et d'associations de bénéficier d'encore davantage de dons. Voilà, pour les PME et les TPE, il y avait auparavant un plafond à 10 000 euros de dons, en plus du coup des 0,5% de chiffre d'affaires qui a été relevé à 20 000 euros, voilà, ce qui ouvre encore plus de perspectives pour les petites entreprises et les associations qui bénéficient des dons. Et donc, les deux grandes possibilités quand on parle d'engagement en mécénat de compétences, c'est le prêt de main-d'œuvre, qui permettra au niveau des fiscalisations de défiscaliser la rémunération au prorata du temps passé sur une mission d'engagement, et la prestation de service, où là, le calcul de la défiscalisation se fait sur le prix de revient de la prestation qui va être offerte. Je ne vais pas forcément rentrer dans des grands niveaux de détails parce que c'est un sujet qui est relativement complexe, mais ce que je peux déjà vous dire pour différencier ce que l'on met derrière la prestation de service et le prêt de main-d'œuvre, voilà, pour une prestation de service, c'est lorsque une entreprise va s'engager pour donc un organisme éligible à réaliser une mission déterminée qu'elle va piloter seule, donc au profit de l'organisme d'intérêt général. Ainsi, quelques exemples qui permettent de situer de quoi on parle, c'est lorsqu'une entreprise du bâtiment
va prendre en charge la restauration d'un monument historique pour le compte d'une institution culturelle. Voilà, du coup, elle pourra le faire sous la forme du mécénat de compétences. Voilà. C'est également un autre exemple lorsqu'une agence de communication va réaliser gratuitement pour le compte d'une ONG une campagne de communication. Voilà. Donc, ces pratiques se rapprochent assez du pro bono anglo-saxon, voilà, assez développé donc, dans les pays anglo-saxons, voilà, qui permettent donc cette mise à disposition gratuite au service, enfin, d'un service, d'une entreprise et les compétences qui sont liées au métier vraiment d'un salarié. Ce qu'il faut savoir, c'est que le personnel qui va intervenir dans la réalisation de cette prestation de service va demeurer exclusivement sous la direction et le contrôle de l'entreprise mécène. C'est cette entreprise mécène qui va assurer seule la maîtrise et le suivi de la tâche qui est faite pour le compte de l'organisme d'intérêt général. Voilà, donc le prestataire va en quelque sorte répondre à l'égard du bénéficiaire, des responsabilités de son entreprise, et il souscrit dans ce cadre-là une obligation de moyens ou de résultats. Voilà, donc le prestataire reste, comme je le disais, l'employeur de ses salariés. Voilà, il assure l'ensemble des déclarations qui sont liées à cette mise à disposition. Pour ce qui concerne le prêt de main-d'œuvre, là, l'entreprise va mettre à disposition d'un organisme un ou plusieurs salariés, mais c'est l'organisme qui va piloter cette fois-ci la mission et qui va faire figure d'autorité fonctionnelle vis-à-vis du salarié dans ce cadre-là. La responsabilité hiérarchique va rester affectée à l'entreprise, mais dans le cadre d'une convention, on peut également transférer cette responsabilité hiérarchique à l'organisme bénéficiaire. Voilà, donc en fait, dans ce cadre-là, le prêt de main-d'œuvre, l'employeur ne va avoir aucune obligation envers l'organisme bénéficiaire autre que la simple mise à disposition du personnel mobilisé. Voilà, c'est une des grandes différences avec la prestation de service. L'opération, la mise à disposition, du coup, va porter exclusivement sur le travail du collaborateur mis à disposition. Et voilà. L'entreprise mécène, donc voilà, je le disais, demeure l'employeur du personnel et aura du coup toujours à sa charge toutes les obligations juridiques, sociales liées au contrat de travail du salarié. Voilà. Mais du coup, la structure qui accueille la personne en mécénat de compétences sous format de prêt de main-d'œuvre va par contre être responsable des conditions d'exécution de la mission du salarié à ses côtés. Voilà. Donc, comment formaliser en quelque sorte le mécénat de compétences? Ça va donc déjà dépendre de la forme du soutien que l'on souhaite apporter à l'organisme d'intérêt général. Donc ça, c'est l'objet bien évidemment de discussions préalables qu'il faut avoir avec l'organisme bénéficiaire. Donc il est indispensable de bien cadrer, définir les modalités, notamment pour bien savoir si on parle d'une prestation de service ou d'un prêt de main-d'œuvre. Il est également très important de bien identifier les salariés qui vont être concernés par cet investissement. Il est fondamental, selon moi, que ces salariés soient réellement partie prenante de cette mise à disposition, qu'ils soient impliqués très tôt dans la définition de la mission pour que voilà, on puisse anticiper par rapport à sa charge de travail, à son organisation, et puis parce que voilà, ça correspond vraiment, il est important que le salarié s'approprie réellement la mission pour qu'il en retire un bénéfice lui aussi et pas seulement son entreprise. Voilà, donc l'initiative de la démarche, elle peut venir
de l'entreprise dans le cadre de sa politique RSE, dans le cadre de sa politique RH, mais il est également tout à fait possible qu'un salarié soit à l'initiative de la démarche et arrive à discuter, convaincre sa hiérarchie de l'intérêt de mettre en œuvre cette pratique d'engagement dans l'entreprise. Donc justement, quels sont les intérêts des différentes parties impliquées dans le cadre d'un mécénat de compétences? Pour l'entreprise, c'est d'abord un moyen de participer à une dynamique locale au sein de son territoire. C'est permettre aussi de mettre en lumière, mettre en action ses valeurs, sa politique d'engagement sociétal. C'est vrai qu'on parle de plus en plus de RSE ces dernières années et l'engagement par les compétences est un excellent moyen de mettre en pratique ces valeurs. C'est également un bon outil pour développer une marque employeur, devenir attractif sur le marché du travail pour les demandeurs d'emploi. C'est vrai qu'on constate de plus en plus que les demandeurs d'emploi sont attentifs à la pratique, la politique d'engagement de l'entreprise où ils postulent. Donc c'est un moyen, voilà, de montrer que notre entreprise est engagée, souhaite faire des choses au niveau local pour soutenir les actions d'intérêt général sur son territoire. Puis c'est également pour sa politique RH un excellent moyen de fidéliser, de retenir ses talents en interne. Voilà. Pour les salariés, là aussi, des intérêts absolument multiples. C'est une opportunité de mettre en pratique, en quelque sorte, ces compétences professionnelles, humaines, relationnelles, au service d'une cause d'intérêt général. C'est vrai que quand on a un métier relativement prenant, une vie de famille également relativement prenante, on n'a pas forcément beaucoup de temps à côté pour s'engager dans des associations. Et bah, du coup, voilà, vivre ce type d'engagement sur son temps de travail, c'est un moyen de vivre des expériences épanouissantes qui permettent parfois de prendre de la hauteur aussi sur son propre métier, sur ses envies, sur ses opportunités professionnelles, et aussi pour développer des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences que l'on va pouvoir utiliser au quotidien dans son métier. Et puis, lorsque les missions sont organisées en collectif, c'est également un excellent moyen de rencontrer différemment ses collaborateurs, ses collègues. Voilà, on se découvre généralement autrement dans un autre cadre que celui du bureau. Voilà, ça nous permet de sortir de ce contexte habituel du travail et donc de créer des liens différents avec ses collègues. Et puis, bien sûr, le bénéficiaire très direct de l'action du mécénat de compétences, c'est pour l'association. Si le mécénat de compétences se développe autant, c'est qu'il y a un réel besoin dans les organisations, dans les associations, d'accéder à un moment donné de leur histoire à des compétences qu'elles n'ont pas en interne. Et on le verra un peu tout à l'heure dans une slide qui sera consacrée à ça, mais voilà, c'est aussi leur permettre d'avoir un regard extérieur pour réinterroger ses propres pratiques, ses façons de faire. Donc, du coup, les associations sont fortement en demande d'engagement en mécénat de compétences, également pour des raisons financières. Hein. Les associations rencontrent toutes des difficultés pour se financer, pour financer le salaire de leurs collaborateurs et du coup bénéficier d'un engagement à plus ou moins long terme en mécénat de compétences. C'est un moyen d'avoir des gens qualifiés, compétents pour travailler aux côtés des autres salariés de l'association et des bénévoles sur les objectifs qu'elle poursuit au quotidien.
Voilà, puis c'est également un moyen pour les associations de développer leurs relations avec les entreprises. Voilà, c'est vrai que depuis 10-15 ans, les modalités de financement des entreprises ont largement évolué. Là où avant les financements publics étaient la norme, aujourd'hui, de plus en plus, les associations vont frapper à la porte des entreprises pour bénéficier de soutien financier. Donc voilà, du coup, ces pratiques d'engagement par le partage de compétences permettent également d'avoir un pied dans l'entreprise et de développer leur réseau en ce sens. Bah, je me permets de vous partager un petit verbatim d'une personne qui a vécu un format court d'engagement avec Pro Bono Lab ces derniers temps. C'était une salariée du promoteur immobilier ICAD, Laurie, voilà, qui s'était mobilisée auprès de l'association Terrami, qui sur Lyon propose un hébergement et un accompagnement social à des mineurs étrangers non accompagnés. Voilà, et du coup, elle nous a dit « C'est super que dans le cadre professionnel et sur son temps de travail, on puisse avoir la chance de participer à des démarches solidaires de ce type. C'est une initiative très enrichissante et on a l'impression que ça nous apporte tout autant qu'à l'association que l'on soutient. » Voilà, donc on voit bien dans son témoignage que les intérêts sont croisés et multiples. Pour Michel, tu me coupes hein, s'il y a des questions. Oui, mais donc une question d'Anna, mais je crois que vous y avez répondu. Anna nous dit « J'avais lu 3 ans sur un site du gouvernement, mais peut-être que ça a changé et que ça peut durer 5 ans, par exemple. » Alors, je crois que vous avez reparlé de 3 ans, Grégory. Alors, sur la durée, il n'y a pas forcément de durée limite. D'accord. Dans tous les sens du terme. Hein. Ça peut être 1 heure de mécénat de compétences, comme effectivement, ça peut être plusieurs années. D'accord. Et Patrick Bergeau, notre témoin qui interviendra tout à l'heure, donc nous dit « J'ai fait 5 ans et 1 mois. C'est très précis de mécénat de compétences. » Voilà, ce qu'il faut retenir voilà, de ce qu'on vient de se dire, c'est que beaucoup de choses sont possibles dans le cadre du partage du mécénat de compétences. Donc voilà, du coup, je vais commenter juste après le baromètre de l'ADMICAL. Donc l'ADMICAL, c'est une association qui est spécialisée sur les questions de mécénat au sens large, hein, financier comme mécénat de compétences. Et donc, elle a publié il y a quelques mois un baromètre qui était issu d'une enquête où plus de 1400 entreprises de plus de 10 salariés ont été interrogés et ont donné leur point de vue sur les questions liées au mécénat financier et au mécénat de compétences. Et donc, en sachant données importantes que cette enquête a été réalisée en 2019, avant la crise sanitaire que nous connaissons. Donc, voilà, du coup, on n'a pas encore aujourd'hui d'études qui nous permettent de mesurer l'impact de la crise sanitaire sur les pratiques d'engagement. Donc voilà, je voulais le préciser pour qu'on ait tous ça en tête. Donc, voilà. En préambule, quelques éléments chiffrés qui là sont issus d'un panorama du pro bono effectué donc, par notre association Pro Bono Lab en 2019 également, qui relève que 82% des structures à impact social nous disent avoir à un moment donné besoin de monter en compétences, mais qu'elles ne peuvent pas y répondre en interne avec leurs salariés actuels et leurs bénévoles. Donc, voilà, elles nous disent également, ces structures, qu'il est difficile de trouver les bonnes compétences, les motivations et les personnes particulièrement pertinentes pour répondre à leurs besoins en compétences. Et puis, autre élément intéressant, c'est la démarche de diagnostic.
Donc voilà, ça c'est quelque chose que nous, à Pro Bono Lab, on propose gratuitement aux associations que l'on accompagne. En fait, on leur propose de diagnostiquer en profondeur leur fonctionnement pour mettre en lumière leurs besoins réels en compétences. Les associations ont parfois leur point de vue, elles se disent ah, mais, je trouve qu'on n'est pas très bon en communication, on n'a pas une personne dédiée à temps plein sur cette question-là, et du coup elles vont axer leur demande initiale quand elles nous contactent sur ces questions de communication. Et puis du coup nous on va travailler en profondeur sur l'analyse de leur fonctionnement, qui vont permettre de faire émerger parfois des besoins insoupçonnés, mais voilà, qui permettront à l'organisme, à l'association, si elle accède aux bonnes compétences, de passer un nouveau cap, d'aller encore plus loin dans ce qu'elle souhaite faire au quotidien, notamment pour mettre en lumière des nouveaux marchés, pour mieux prospecter les entreprises dans le cadre d'une recherche de financement. Enfin, voilà. Du coup, ce diagnostic, il est indispensable, cette prise de hauteur, pour bien aussi savoir de quelles compétences on a besoin. Alors, sur le profil des entreprises mécènes, alors, dans le total des entreprises qui pratiquent le mécénat financier et mécénat de compétences, on se rend compte qu'il y en a 21% qui font appel au mécénat de compétences de leurs collaborateurs. Et quand on analyse les chiffres que cela représente, ça représente 11% du budget total consacré au mécénat par les entreprises. Voilà, donc ce qui est mis en lumière par ces chiffres, c'est que le don financier reste privilégié, reste la forme de soutien aux associations la plus répandue. Parce que c'est vrai que de toute façon, le don financier, il est d'une importance capitale pour les associations, et on ne peut pas mettre en concurrence l'un et l'autre. Les associations, elles ont besoin des deux, du financier comme des compétences. Mais voilà, et du coup, ce qu'on peut également souligner, c'est que le mécénat financier, concrètement, il est plus facile à mettre en place pour une entreprise. Voilà, le mécénat de compétences, quand on souhaite le mettre en œuvre, voilà, il y a des questions juridiques à soulever, il y a des questions de formalisation, et c'est effectivement un peu plus lourd à mettre en place que signer un chèque pour soutenir une association. Voilà. Alors, une question, oui. Pardon Grégory, une question que je place maintenant parce que je trouve qu'elle est intéressante en rapport avec votre propos. Quel peut être le déclencheur pour une entreprise? Est-ce que c'est d'abord la défiscalisation? Est-ce que c'est le déficit de son image auprès de ses salariés, auprès de ses clients? Est-ce que ce sont plutôt les DRH qui sont moteurs, ou est-ce que c'est plutôt le dirigeant, le directeur financier? Quelle est la motivation première dans les entreprises que vous côtoyez régulièrement et qui se mettent au mécénat de compétences? Alors, il y a vraiment des motivations qui sont multiples et qui vont être à l'image de l'entreprise, de ses envies, de ses enjeux. Donc, il n'y a pas une réponse unique, mais en fait, les différents enjeux, vous les avez cités. Ça peut être effectivement des questions de communication, avoir sur son territoire, montrer qu'en tout cas, on est un acteur important du territoire, et que, outre ces activités normales liées au fonctionnement de l'entreprise, on est également à l'écoute des besoins sur le territoire. Et du coup, effectivement, l'entreprise va bien sûr communiquer sur le soutien qu'elle met en œuvre, qu'il soit financier ou en compétences. Donc voilà, c'est pour donner l'exemple, tout à l'heure, je vous citais le verbatim d'une salariée d'ICAD. C'est vrai que quand on discutait avec eux,
avec l'entreprise sur le programme de mécénat de compétences qu'on leur a proposé, il y avait cette idée de montrer qu'on apporte autre chose que simplement des programmes immobiliers. Voilà, et du coup, je sais qu'ils ont communiqué largement sur l'expérience de leurs salariés. C'est également voilà, pour fédérer en interne, donc ça notamment en lien avec des enjeux RH. On organise, enfin comment dire, il y a beaucoup d'entreprises qui organisent des journées de team building entre leurs salariés pour créer un esprit d'équipe, pour que les gens se rencontrent autrement. Et de plus en plus, on assiste à la mise en œuvre d'actions de team building solidaire. Voilà. Plutôt que aller passer une journée qui est très chouette à faire du kart, du laser game, où tout le monde va bien s'amuser et partager beaucoup de choses, les entreprises vont de plus en plus vers du team building solidaire où on va poursuivre les mêmes enjeux. Les gens vont passer une belle journée, mais au contact d'une association, au contact du public que peut accueillir l'association. Donc voilà, c'est notamment, on peut aller donner un coup de main à un centre d'hébergement pour l'aider à repeindre ses locaux, par exemple. Et du coup, voilà, cette journée nous permet de côtoyer le public, de discuter avec eux de leurs difficultés, de leur quotidien, et puis en même temps d'être utile par une action concrète de terrain. Donc voilà, on peut également poursuivre ces enjeux-là. Et donc, qui va porter en interne cette démarche? Ça peut du coup effectivement être le service RH, ça peut être la direction RSE, voilà, en lien avec les grands enjeux sociétaux de l'entreprise. Et puis bien sûr, si on a un chef d'entreprise qui est particulièrement attentif à ces questions-là, qui a des valeurs personnelles qu'il souhaite diffuser au sein de son entreprise, ce sera effectivement beaucoup plus facile de faire quelque chose en ce sens. Okay. Et alors, du côté des salariés, puisqu'en fait, il y a un ajustement entre la demande d'un salarié, le besoin d'une institution. Comment un salarié qui est intéressé par faire du mécénat de compétences pourrait trouver une mission proposée qui pourrait ensuite relayer auprès de sa direction d'entreprise pour lancer le débat sur le mécénat de compétences? Est-ce qu'il y a des sites? Est-ce que Pro Bono Lab passe des offres de mécénat de compétences en recherche de salariés compétents, entre guillemets? Comment ça se passe, cette rencontre? Alors là encore, plein de possibilités. Alors c'est vrai que nous, à Pro Bono Lab, on va travailler notamment plutôt en direct avec les entreprises, leurs services RSE, RH, le dirigeant, pour leur proposer des formes d'engagement ciblées. Mais le salarié de lui-même, effectivement, peut initier la démarche. Peut-être qu'il est déjà engagé bénévolement dans une association, qu'il sait que celle-ci a des besoins en renfort, et du coup, il va pouvoir aller chercher lui-même sa direction des ressources humaines pour amorcer le dialogue, voir dans quelle mesure ça peut être mis en œuvre, mis en place, porté par l'entreprise pour que lui-même et où ses collègues puissent s'engager au bénéfice de l'association qui aura été directement sourcée en quelque sorte par l'association. Et puis, il y a également des plateformes d'engagement qui existent quand effectivement on n'a pas de lien à ce jour avec des associations en particulier, mais qu'on aimerait être vraiment moteur pour proposer quelque chose à sa direction. On peut s'appuyer sur des ressources comme par exemple Coeo. Donc c'est un autre acteur du mécénat de compétences qui publie sur son site des offres de mission
qu'elle a détectées dans des associations. Et du coup, si une personne, en naviguant sur les offres qui sont diffusées, se rend compte qu'il y a une mission qui lui plaît particulièrement, là encore, voilà, il peut discuter avec son entreprise pour être libéré sur son temps de travail, pour s'engager au profit de cette mission définie. Il y a également une ressource, donc là c'est une plateforme gouvernementale qui s'appelle Je veux aider, où là vous allez trouver des milliers de missions différentes partout en France, qui sont du coup publiées par les associations. Et là encore, voilà, même démarche, hein, on voit une mission, on a envie de s'y investir, on discute avec son entreprise pour la convaincre de se libérer pour pouvoir mener à bien la mission. D'accord. Voilà, donc plein de plateformes d'engagement effectivement qui existent. Alors bon, on est dans un champ malheureusement un peu concurrentiel. Hein. Il y a oui, donc les plateformes Bénévolte, Benevela.org et compagnie sont susceptibles de diffuser des offres d'emploi, entre guillemets, de recherche de compétences. Très exactement. Bien. Voilà. Voilà, donc du coup, sur le profil des mécènes, donc voilà, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est sans surprise en quelque sorte, c'est que les grosses entreprises sont déjà en ordre de marche depuis longtemps sur les questions de mécénat de compétences. Alors c'est vrai qu'on pour en citer deux que je connais bien pour avoir déjà travaillé avec elles, le groupe La Poste et Orange ont, dès les débuts et dès la publication de la loi Ayagon, mis en œuvre des programmes de mécénat de compétences à long terme, notamment pour aménager des fins de carrière voilà, de personnes du coup, qu'elles souhaitaient placer donc, en association. Donc voilà, c'est des centaines et des centaines de personnes qui ont bénéficié d'un mécénat de compétences par cet intermédiaire-là. Donc voilà, c'est des grosses entreprises qui aujourd'hui représentent le principal de celles qui mettent des missions en mécénat de compétences, mais on se rend compte que ça se développe de plus en plus dans les entreprises de taille intermédiaire, les PME, les TPE. Voilà. Et on verra quelques chiffres après aussi où on se rend compte que la dynamique est croissante sur ces dernières années. Voilà, et puis un petit point sur les domaines d'investissement. Donc, ils sont assez bien, c'est assez diversifié en tout cas, selon ce qu'a envie de faire l'entreprise, soutenir une association du secteur social ou du domaine culturel ou des associations sportives. Voilà, du coup, c'est assez équilibré au niveau des soutiens qui sont apportés à toutes les associations du panel associatif. Voilà, donc sur l'ancienneté de la pratique, pour alimenter un peu les propos que j'avais juste avant sur la croissance du dispositif, on se rend compte que si on fait un cumul, 61% des entreprises qui sont engagées sur le mécénat de compétences le sont depuis moins de 5 ans. Donc, ça montre qu'effectivement, si la loi Ayagon qui a commencé à permettre ce dispositif date de 2003, au final, c'est surtout ces dernières années qu'il y a eu un coup d'accélérateur pour permettre à davantage de salariés de vivre cette expérience. Et puis, on se rend compte également que la pratique a connu un essor assez conséquent sur l'année précédant la réalisation de l'étude, donc 2019. Voilà, donc on pense que le Covid a malheureusement eu un coup de frein sur cette dynamique, même si on ne sait pas encore réellement l'évaluer. Voilà, et puis sur les motivations, donc pour revenir aussi sur des propos qu'on a déjà tenus auparavant, les motivations d'une entreprise pour s'engager dans le mécénat de compétences peuvent être à la fois internes, pour développer du coup le sentiment d'appartenance de ses collaborateurs à l'entreprise,
Voilà, 35% à peu près des répondants nous ont cité ça. C'est aussi pour favoriser les parcours individuels et collectifs au sein de l'entreprise. C'est pour donner un sentiment de fierté à ses collaborateurs, hein, voilà, qu'ils vivent vraiment concrètement les valeurs revendiquées par l'entreprise. Voilà, donc c'est des objectifs internes, mais également des objectifs externes. Donc, être moteur sur le soutien à des projets d'intérêt général menés par des organismes non lucratifs. Et puis, voilà, avoir un ancrage local, territorial, être un acteur important de son territoire d'intervention. Et puis, là aussi, on le citait tout à l'heure, renforcer son image de marque, sa démarche de communication en externe. C'est également quelque chose qui est cité par 16% des répondants de l'étude. Voilà, donc on se rend compte également que ce n'est pas la motivation première, voilà, c'est plus les parcours et la fierté en entreprise. Donc là, on va commencer à parler des formats d'engagement possibles. Voilà, on disait beaucoup de choses sont possibles en termes de durée. Et donc, 40% en gros des entreprises qui utilisent le mécénat de compétences le proposent sur plusieurs journées dans l'année à leurs collaborateurs, soit voilà, entre 2 et 5, soit sous différents formats et plusieurs missions différentes avec plusieurs types d'associations pour voilà, diversifier vraiment les approches d'engagement, soit pour une seule et même association à laquelle on va se greffer, proposer différentes modalités de soutien au cours d'une même année. On se rend compte, c'est que les missions qui sont trop courtes, une demi-journée, une journée, elles sont souvent appréciées par les collaborateurs, il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est vrai qu'ils ressortent souvent avec un petit sentiment de frustration, d'avoir seulement touché du doigt une problématique et de ne pas avoir réellement pu la creuser, aller plus loin, apporter davantage. Donc c'est vrai que voilà, les formats un peu plus longs sont plus plébiscités. Voilà, et puis sur les formats d'engagement, les collaborateurs, les entreprises elles-mêmes apprécient particulièrement celles qui mobilisent réellement les compétences professionnelles des gens. C'est vrai qu'on peut faire ce qu'on appelle du mécénat de compétences, mais apporter voilà, des choses qui ne relèvent pas de sa pratique professionnelle au quotidien. Donc du coup, voilà, quand il y a un lien direct entre son métier et ce que l'on apporte à une entreprise, il y a un impact particulier sur les personnes qui vivent l'expérience. Donc voilà, du coup, on parlait tout à l'heure des journées de team building solidaire, hein, voilà, qui permettent aussi de donner un coup de pouce à une association. Voilà quelques exemples. On peut ramasser des déchets dans un espace naturel protégé. On peut, comme je le disais tout à l'heure, repeindre un lieu d'accueil de personnes sans abri. On peut collecter des denrées alimentaires pour la banque alimentaire, les restos du cœur. Enfin voilà, du coup, sur ces formats courts, il y a plein d'associations qui ont des formats clés en main qui vous permettent d'être utiles voilà, sur une journée d'engagement avec vos collègues. Et puis, le mécénat de compétences, alors qu'on dit senior, mais c'est un terme qui n'est pas tout à fait exact parce que ce qu'on entend là derrière, c'est l'aménagement de fin de carrière sur une longue durée, 1 an, 2 ans, voire plus. Mais en fait, cette forme d'investissement à long terme, elle peut être tout à fait proposée à des personnes en milieu de carrière, en début de carrière, même si j'imagine que ce sera beaucoup plus rare, mais voilà, une personne qui peut prendre
Voilà, ça fait 5 ans, 10 ans qu'elle est dans une entreprise, elle a envie un peu de vivre autre chose. Et bah, du coup, voilà, pendant 1 an, elle va se mobiliser auprès d'une association, elle va vivre une expérience qu'on espère la plus enrichissante possible, et puis ensuite, elle revient sur son poste de travail. Ça lui a donné une bouffée d'air frais dans sa carrière, et ensuite, voilà, on peut continuer son métier habituel. Voilà, donc plein de formats différents que je vais encore illustrer par cette slide. Alors, avant de commencer, j'ai 2 petites questions qui sont très spécifiques, Grégory, donc je les pose tout de suite. C'est Sylvie qui nous dit est-ce qu'un prêt d'artiste sur un festival peut s'envisager en mécénat de compétences avec notamment de la défiscalisation à la clé? Et est-ce que la restauration de patrimoine peut aussi s'envisager dans le cadre d'un mécénat de compétences? Question très précise. Alors, je serais plus sûr de ma réponse sur le deuxième. La restauration de patrimoine, ça c'est sûr que oui. Notamment dans ce que je disais au tout début du webinaire sur un format de prestation de services. Et sur la question des artistes, j'aurais tendance à dire que c'est possible à partir du moment où on respecte le cadre global. Voilà, mais du coup, je ne vois pas ce qui pourrait s'y opposer. Oui, Sylvie, tu... Oui, je ne me vois plus à l'écran, c'est pour ça que je ne sais pas. Mais, oui, parce que je travaille dans la facture instrumentale et on a des artistes, évidemment, et on est notamment partenaire sur le territoire de Montclair-Joly, de festivals, et ailleurs en France. Donc, quand on dit on prête un artiste, en fait, on rémunère l'artiste, on le défraie, mais c'est pour un festival. Ce n'est pas le festival qui engage l'artiste. Donc, du coup, ça, c'est quelque chose qu'on fait à titre de promotion. Donc, c'est mis dans un budget marketing, communication. Mais en fait, ça se trouve, on peut défiscaliser puisqu'on participe à un festival. Oui, je pense effectivement que c'est possible. Alors, si l'artiste est salarié de votre entreprise, certains, oui. Voilà, bah, je pense qu'il n'y a aucune difficulté juridique. Après, d'autres, c'est des artistes qui sont salariés d'orchestre. Dans ce cas, non, c'est du mécénat. Oui, voilà, ouais, je pense qu'on est plus à la limite sur le mécénat financier. Dans ce cas, c'est du mécénat financier. Après, il faut voir, parce que dans le mécénat, il y a on n'en a pas parlé, mais il faut bien différencier du sponsorship. Hein, ah oui. À creuser. Ok. Nous, personnellement, on n'a jamais défiscalisé sur les artistes. Le mécénat doit être désintéressé, il doit y avoir aucun, de mémoire, je ne sais plus, Grégory, il doit y avoir aucun intérêt pour l'entreprise, donc il faut quand même faire un petit peu attention. Oui. Il faut que tu parles un peu plus fort, Patrick, parce qu'on ne t'entend pas très bien. Ouais. Non, je dis, dans le mécénat, il y a la notion qu'il doit y avoir aucun intérêt pour l'entreprise, c'est-à-dire il n'y a pas de publicité ni rien. Sinon, c'est du sponsoring, donc c'est pour ça que je dis qu'il faut faire un peu attention. Donc, c'est pareil dans le sport. S'il y a un Mbappé qui est invité à participer à quelque chose et qui est sponsorisé, ouais, c'est peut-être cette notion-là. D'accord. Ouais. Okay. Parfois, la frontière est assez ouais. mince. Hein. Okay. Merci. Merci. Voilà, donc pour résumer par cette slide, voilà, au niveau format comme au niveau du type de mission, beaucoup de choses sont envisageables. Voilà, on peut être sur des missions individuelles ou collectives, sur des actions ponctuelles ou récurrentes, sur des missions de terrain ou sur des activités plutôt bureautiques, stratégiques. C'est des choses qui peuvent se faire en présentiel, sur place aux côtés de l'association, mais également sur des formats à distance. Voilà, avec la visio, c'est vrai que ça nous offre plein de nouvelles possibilités. Voilà, du coup, ce qui importe particulièrement, principalement, c'est que par son investissement en mécénat de compétences, on apporte une réelle plus-value aux associations bénéficiaires en répondant à leurs enjeux et que toutes les parties soient réellement impliquées et en accord avec ce qui va être proposé. Donc, le salarié, bien sûr, mais aussi du coup, les managers, la RH, la direction de l'entreprise.
Voilà, donc du coup, quelques exemples encore de formats d'engagement. Ça peut être donc quelques heures, 2 heures avec deux volontaires qui vont apporter un point de vue, un regard particulier sur une problématique précise. Voilà, ça peut être par exemple une forme de permanence juridique enfin, voilà, pour aider une association sur des sujets assez pointus. Ça peut être du coup des journées d'engagement avec une dizaine de volontaires. Donc là, on peut être sur du team building solidaire ou comme nous le proposons nous à Pro Bono Lab, sur des ateliers d'intelligence collective où on va voilà, mettre en commun nos points de vue, nos idées sur une problématique et défricher tout ça le long d'une journée pour aboutir à un plan d'action qui sera remis ensuite à l'association. Ça peut être du coup des formats d'engagement sur plusieurs semaines, voilà, disséminés par-ci par-là pour accompagner une association sur une problématique, mais sur la durée. Et puis, ça peut être là encore un engagement sur plusieurs années. Donc là, c'est notamment le cadre du mécénat de compétences à long terme dont Patrick pourra nous parler juste après. Voilà, sur du temps plein, sur du temps partiel pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus. Et donc là, c'est plutôt une démarche pour une personne au niveau individuel. Et donc là, il est important d'avoir une fiche de mission relativement claire et précise pour permettre de bien utiliser les compétences et les envies de la personne qui sera engagée sur ce format-là. Voilà. Et puis du coup, une entreprise, en conclusion, peut tout à fait mixer les programmes, proposer plein de formats différents à ses collaborateurs. Et donc, quels sont, quand on parle vraiment d'apport en compétences, de partage de compétences, quels sont les différents domaines où on peut intervenir? Là, il y a un spectre là aussi qui est le plus large possible. C'est vrai que ce qui est souvent demandé, en tout cas auprès de nous par les associations avec lesquelles on travaille, c'est des questions de communication, de graphisme, voilà, refaire des plaquettes ou le logo d'une association, établir son plan de communication sur une année. Ça peut être, ce qui nous est aussi beaucoup demandé, c'est les questions liées à la recherche de financement, permettre à une association de faire évoluer son modèle économique, de savoir comment s'y prendre pour prospecter des entreprises, pour voilà, ouvrir de nouveaux marchés. Et puis, de plus en plus, c'est également des besoins en lien avec les outils numériques. Voilà, aider une association à refaire le cahier des charges pour son site internet ou son site internet directement. Voilà, mettre en place des outils de partage d'informations, des CRM ou des choses comme ça. Voilà. Donc, voilà. Puis ça peut être aussi des questions un peu plus pointues sur du juridique, notamment. Voilà, mais là aussi, tout le monde peut apporter quelque chose là-dessus. Et ce qu'il est important de dire, c'est que sur certaines missions collectives, il n'est pas forcément indispensable d'être un spécialiste des sujets que l'on va aborder. Voilà, c'est vrai que nous, sur un exemple très concret qui est la communication, notre point de vue, c'est qu'on peut réunir des collaborateurs d'une entreprise, mais qui ne bossent pas du tout sur la communication de leur entreprise au quotidien, et pour autant, ils auront tous un regard pertinent et important à apporter, parce qu'ils connaissent ce que fait leur entreprise en termes de communication. Donc, ils ont des exemples en tête d'outils, de méthodes utilisées par le service com. Et puis, également, dans notre quotidien, on est tous des citoyens qui subissons parfois la communication et la publicité. Donc, on a tous un regard pertinent à apporter à une association qui souhaiterait qu'on l'appuie sur ces questions-là. Voilà. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Non, il n'y a pas de questions, mais je trouve que la précision que vous avez apportée est importante parce qu'on n'est pas tous spécialistes de la com, mais effectivement, on a des idées et on peut se lancer.
Voilà, donc là, oula, il y a un écho. Oui, il y a un écho très fort. Donc ça a l'air d'être bon. Oui, voilà, c'est donc, mieux là. juste avant de laisser la parole à Patrick, j'illustre un peu mon propos par deux missions que on a mis en œuvre à Pro Bono ces derniers temps. Par exemple, dernièrement, on a travaillé sur ce qu'on appelle chez nous un marathon. Donc, c'est des journées d'intelligence collective pour des collaborateurs, donc avec des personnes de la Caisse d'épargne Loire-Bromardèche et des personnes que l'on a trouvées directement, des citoyens demandeurs d'emploi, retraités, étudiants, voilà, qu'on a réussi à mobiliser sur la mission. Et du coup, là, sur une journée, on a réussi à accompagner 2 associations différentes avec 10 volontaires auprès de chaque association. Et du coup, voilà, c'était un projet d'escale solidaire sur la commune de Saint-Chamond. Voilà, donc l'escale solidaire, c'est un lieu de rencontre ouvert à tous pour voilà, apporter des services aux habitants, notamment les plus démunis, un lieu de parole, un lieu de vie où on va proposer des actions thématiques, des ateliers aux participants. Et du coup, l'idée, c'était qu'on puisse accompagner cette structure dans la mobilisation des habitants, donc en lien avec la communication, comme je disais, pour trouver des nouveaux bénévoles et également pour les appuyer sur la recherche de financement. Donc voilà, du coup, on avait 10 personnes qui n'étaient pas spécialistes de ces questions-là. Enfin, les personnes de la banque sur les questions de financement étaient plus pointues, on va dire. Mais du coup, on a réussi à travailler en faisant des petits sous-groupes sur chaque thématique et voilà, ça aboutit à des résultats très concrets et une grande satisfaction des partenaires de l'Escale solidaire. Et puis une autre association, Vivre la vie, là, qui accompagne des personnes en situation de handicap psychique qui avaient besoin une vraie problématique de renouvellement de sa gouvernance. Le président souhaitait quitter son mandat et ne trouvait pas de remplaçant. Donc, du coup, on a pu l'appuyer sur une réflexion en ce sens. Et du coup, voilà, 3 mois après la mission, il nous annonce là que, en partie grâce à nous, pas que, bien sûr, il a réussi à se faire remplacer à la tête de l'association. Voilà, donc un format d'intelligence collective qui peut apporter beaucoup à des associations. Et puis, du coup, voilà, une expérience un peu comme celle qu'a vécu Patrick de mécénat de compétences à long terme. Voilà. Une personne là dont on termine l'accompagnement, ça faisait 2 ans qu'il était mobilisé auprès de l'association Objectif pour l'emploi pour du coup, les soutenir dans leur dynamique bénévole, permettre d'imaginer des nouveaux programmes pour les jeunes qui sont en recherche d'emploi. Et du coup, voilà, il a tellement adoré son expérience, il n'est pas en fin de carrière, hein, il reste quelques années à faire, qu'on est en train de négocier avec lui et avec son entreprise pour pouvoir prolonger encore d'1 an ou 2 cette expérience qu'il a vécue. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Du coup, je vous remercie de votre écoute et puis on va pouvoir laisser la parole à Patrick, donc, qui va nous raconter, lui, ce qu'il a vécu en termes de mécénat de compétences. Merci Grégory. Donc, bonjour à tous. Alors, moi, je suis ingénieur télécom de formation. Je travaillais dans une entreprise de télécom qui est en fait l'entreprise a signé un accord de gestion prévisionnelle. Il faudrait que tu parles plus fort, Patrick, parce qu'on ne t'entend pas très très bien. Voilà. Attends, je vais voir. Je ne sais pas d'où vient le problème, mais c'est vrai qu'on a un petit souci de son qu'on n'avait pas avec Grégory. Alors, je suis en train de regarder les paramètres audio. Mais... Là, c'est beaucoup mieux. Là, c'est mieux, oui. Alors, mais il faut parler plus fort. Oui. Ouais, je pense. Non, je l'ai monté. Donc, en 2016, ma société a signé un accord de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences dans lequel il y avait un article qui autorisait à faire du mécénat de compétences.
J'étais le premier, donc c'est moi qui ai été voir ma DRH et qui ai dit ça m'intéresse. Elle m'a dit bon, ok, bah, écoute, tu te trouves une mission. Donc j'ai été chercher une mission, ce qui n'était pas forcément simple parce que moi mon métier c'est chef de projet qui, comme si vous avez bien suivi la présentation de Grégory, ne fait pas partie des compétences recherchées. Et en fait, je voulais travailler, j'étais intéressé soit par l'environnement, soit par la culture. Donc l'environnement en 2016, de toute façon, les grosses ONG, puisqu'en tant que gestion de projet, une petite analyse me disait qu'il fallait quand même que je vise une certaine taille pour qu'ils aient des projets, puisque ma société pratiquait le mécénat de compétences à temps plein, c'était un détachement à temps plein pour un an. Les grosses ONG dans l'environnement ne voulaient pas se compromettre avec le monde industriel, donc de toute façon, c'était mort. Donc j'ai été voir dans la culture. Ce qui avait un gros intérêt, c'est qu'en fait, la liste de tous les responsables de mécénat des institutions culturelles parisiennes était en ligne, parce qu'il fallait quand même les contacter. Donc j'en ai démarché et j'ai trouvé un mécénat de compétences à l'Institut du monde arabe, hein. Je ne sais pas si vous connaissez, comme institution culturelle. Où j'ai fait quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec ce que je faisais, puisque le projet pour lequel l'Institut du monde arabe voulait que je travaille, et pour lequel j'ai travaillé, c'est la mise en place d'une certification en langue arabe, donc l'équivalent d'un TOEIC pour la langue arabe qui n'existait pas. Donc j'ai travaillé sur ce projet. Alors, contrairement à ce que dit Grégory, ma fiche de poste étant assez floue, j'ai fait plein d'autres choses. Voilà. J'ai fait d'autres choses puisque j'ai travaillé sur l'édition d'un bouquin. C'était absolument passionnant. J'ai travaillé aussi 3 ans de suite sur l'organisation d'un festival, puisque l'Institut du monde arabe étant une institution culturelle, tous les ans, ils font un festival pour promouvoir la langue arabe avec du cinéma, des spectacles, plein de choses. Donc, j'ai produit des spectacles, j'ai travaillé avec les artistes. On est parti de 2 lignes sur une feuille pour à la fin arriver à un spectacle. C'était absolument génial. Bon, la certification, on l'a mise en place. Hein. Maintenant, elle est reconnue par l'État français, par les Émirats. Il y a, je ne sais plus, 50 centres d'examen dans le monde entier. Donc, c'était un an au début. Au bout d'un an, l'Institut du monde arabe a demandé à renouveler. Et puis après, on a renouvelé. Donc, en fait, j'y suis resté 4 ans. Et après, j'ai fait un deuxième mécénat de compétences au Centre des monuments nationaux, où encore rien à voir, puisque j'ai mis en place des visites guidées à distance, en fait une offre de visite guidée à distance. J'étais donc, entre-temps, Nokia a développé, il y a beaucoup d'autres gens, plusieurs dizaines qui sont partis en mécénat de compétences. Alors à 90%, comme le disait Grégory, c'est pour gérer des fins de carrière. Et les 10% restants, c'est dans une logique, comme moi, de reconversion. Des gens qui veulent changer de secteur, puisque c'est vrai que c'est un excellent moyen de voir comment ça se passe, de voir si les compétences sont réellement transposables, puisqu'on en parle beaucoup. Et puis si ça plaît, et puis c'est plus concret aussi qu'une formation, et c'est vrai qu'aussi, du point de vue de l'entreprise, ça revient moins cher que faire un MBA pour faire ça, quoi. Voilà. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que ça t'a fait découvrir? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Comment tu te sens par rapport au mécénat de compétences, en fait, vu que tu es certainement un des témoins les plus longs sur ces expériences-là? Ah c'est une expérience unique, hein. Alors, bon, on en discutait avec Grégory, c'est vrai que le fait que ça soit à temps plein, c'est une immersion complète, c'est comme un détachement. Donc, on découvre un univers, et bon, j'ai beaucoup échangé avec mes collègues qui en ont fait. On change complètement d'univers. On passe d'une multinationale à 100 000 personnes, parfois il y en a qui vont dans des structures à 10 personnes. C'est sûr que ça change complètement, avec des méthodes de travail, des états d'esprit,
des raisonnements qui n'ont strictement rien à voir. Moi, pour faire simple, quand je suis arrivé à l'Institut du monde arabe, je viens du monde des télécoms, donc un environnement d'ingénieurs masculin à 80%. Je suis passé dans un monde de gens qui venaient du milieu des lettres, féminins à 80%. Voilà, donc ce qui change complètement. Hein. De se retrouver régulièrement dans des réunions où on est le seul homme, ça fait bizarre. Hein. Alors après, c'est exactement... Bon, après, c'est le milieu de la culture qui fait ça, parce que je dois dire que tous mes collègues qui ont été dans des associations diverses et variées n'ont pas forcément la même expérience. Hein. Bon, il y a beaucoup de gens passionnés, enthousiastes et tout, ce qui est un gros changement par rapport au monde industriel, où on ne travaille pas non plus dans la logique. Moi, je suis boursier, on va dire, puisque quand même, je suis dans une entreprise cotée en bourse, on travaille pour... dans des missions de diffusion de la culture, d'établir des ponts entre les gens, c'était complètement différent. Et très motivant. Alors, la question suivante, les deux questions, je vais les regrouper. Une question de François Lefebvre qui dit « En quoi ça t'a permis de faire avancer ta reconversion ?» Et puis également une question de Sylvie qui dit « Et alors maintenant, où en es-tu? Toujours dans la culture? Est-ce que tu es reparti dans le secteur d'avant? Est-ce que la reconversion a été Tout à fait. opérationnelle, efficace, quoi, en passant par le monde du mécénat de compétences? » Alors, en quoi ça permet d'avancer? Ça permet parce que ça permet d'avoir une expérience concrète. Ça permet d'avoir une expérience concrète et de vraiment... voilà, on travaille concrètement. En plus, moi, j'ai travaillé sur des projets qui ont été menés à bien, sur lesquels je les ai menés de A à Z, hein, pour certains. Ça a permis aussi, à l'Institut du monde arabe, j'ai eu la chance de travailler sur des domaines très variés, parce qu'on peut se dire, ok, j'ai envie de travailler dans tel milieu, mais oui, ok, super, mais tu veux faire quoi dans ce milieu-là? Donc, ça m'a permis de toucher au milieu de l'édition, comme j'ai dit, j'ai organisé des festivals, donc la production de spectacles, j'ai travaillé aussi avec des gens dans le cinéma, etc. Donc, c'était absolument génial de ce point de vue-là, de voir différentes facettes et aussi de permettre d'explorer dans la deuxième reconversion où est-ce que plus de chance, parce que bon, c'est toujours pareil, enfin, bon, Michel pourra en parler. Il y a ce qu'on a envie de faire et puis ce que le marché est prêt à nous faire faire. Donc, il faut quand même trouver l'intersection entre les deux. Voilà. Et ça, c'est un terrain de jeu absolument extraordinaire pour faire ça, pour permettre d'explorer, de voir, de tester aussi. Comme je dis, moi, j'ai des collègues qui ont malheureusement été travailler dans des associations auxquelles ils travaillaient en tant que bénévoles. Après, travailler en tant que salariés, ils se sont rendus compte, au bout d'un an, ils n'ont pas eu envie de prolonger du tout. Hein. Voilà. Moi, ce n'est pas le cas. Après, où est-ce que j'en suis? Bah oui, je travaille toujours là, je suis dans les locaux au Centre des Monuments Nationaux, donc oui, je travaille toujours dans le monde de la culture. Alors, comment j'ai trouvé la liste des responsables du mécénat? Eh bien, je les ai trouvés sur le site du ministère de la Culture, voilà. Et retour à la gestion de projets industriels, alors je dois dire aussi pour répondre qu'au bout de 2 ans, pour être tout à fait honnête, parce que je voulais faire en très bas, je me suis posé la question de est-ce que je reviens ou que je repars, donc j'ai commencé à discuter avec beaucoup de DRH, etc. Et malheureusement, dans ce sens-là, je me suis rendu compte que même moi, j'ai une appétence technique forte. Hein. Là, je travaille sur des projets où il y a besoin d'avoir une compétence technique assez importante là où je suis, mais je me suis rendu compte que malheureusement, ça serait très très compliqué de revenir en arrière. C'est-à-dire les DRH avec qui j'avais travaillé, c'est en gros, t'es gentil pendant 2 ans, voire 3 ans, t'as fait autre chose maintenant dans le monde industriel. Contrairement à l'image extrêmement rose qui est que l'entreprise va revenir enrichie d'avoir plein de gens qui ont travaillé ailleurs. Sur du temps plein, malheureusement, il y a peu d'exemples. Alors, ce qui est très drôle, c'est que le contrat, quand même, quand j'ai vu la DRH au début, elle m'avait posé une seule question. En fait, elle m'avait dit, est-ce que vous voulez revenir? Bon, je lui ai dit, écoutez, j'en sais rien. Je veux dire, si on s'était vu il y a 1 an, j'aurais pas pu vous le dire. On n'aurait pas pu se dire qu'on se verrait dans 1 an pour discuter de mécénat de compétences. Je lui ai dit, j'en sais rien, mais a priori, je reviens. Bon, ce qui n'a pas été le cas, évidemment. Voilà. Mais bon.
Donc, c'est un peu un voyage sans retour qui permet de découvrir un secteur d'activité, un nouveau métier pour toi, en l'occurrence. Pour moi, oui. Après, ce n'est pas forcément un voyage sans retour, mais si on a l'optique de revenir, il faut faire très attention. Mais c'est exactement, c'est un voyage, hein, c'est un détachement à temps plein. Moi, j'ai connu des gens, alors il y a ceux qui sont en fin de carrière qui font 2-3 ans, mais j'en ai connu d'autres qui faisaient ça en cours. C'est vrai que si on a l'intention de revenir, ça s'organise, hein. Ça s'organise, c'est quelque chose qu'il faut penser pour garder le contact, pour rester, parce que sinon, c'est exactement comme une immigration, hein. C'est pareil, hein, c'est assez. Donc, si on veut revenir, il faut le prévoir dès le Il faut début. prévoir et entretenir son réseau en interne dans Voilà. l'entreprise. Et puis, entretenir aussi sa compétence, parce que mine de rien aussi, temps passe et on perd des choses, on n'est plus forcément, après ça dépend de ce qu'on fait, hein, mais on n'est plus forcément autant au courant de ce qui se passe, etc. Peut-être qu'un temps partiel, du coup, est Et plus bon, adapté quand on a cet tout à objectif fait. de retour sur son poste. C'était exactement ce que je voulais dire. Je pense que dans ce cas, il vaut mieux partir sur un temps partiel. Si on a un objectif très fort, de partir, de revenir, tout à fait. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? J'ai relayé donc toutes les questions qui avaient été posées dans le chat. Mais n'hésitez pas à rétablir vos micros, poser vos questions en direct, hein, c'est tout à fait possible. On est un nombre qui permet de se parler en direct. Donc voilà, n'hésitez pas. Pour revenir sur une question, ce qu'a évoqué Grégory, c'est vrai que quand c'est au salarié d'aller trouver sa mission, c'est pas forcément simple parce que en fait le dispositif n'est pas forcément connu, et j'avoue que quand je discute avec d'autres personnes, c'est plus simple quand en gros c'est l'association, vous êtes déjà bénévole, vous allez les voir, vous connaissez les gens. Quand c'est aller voir le responsable mécénat du Louvre, du Quai Branly ou de l'Institut du Monde Arabe, et il dit coucou, ça vous intéresse un mécénat de compétences? C'est quand même, voilà. Il faut commencer par faire de la pédagogie, si je comprends bien. Il faut faire de la pédagogie, il faut se vendre, parce que le dispositif n'est pas connu, parce que c'est pas forcément, parce que même si on est payé par son entreprise, c'est jamais gratuit. Il y a un truc tout bête, moi je sais que j'ai des collègues qui avaient postulé dans des associations, tout bonnement, ils n'avaient pas de siège, hein, pas de bureau pour les mettre, ou des choses comme ça, hein. C'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément, même s'ils avaient exactement, parce que bon, quand c'est des profils commerciaux, enfin Grégory l'a dit, hein, c'est vraiment ce qu'il y a de plus recherché. C'est ce qui est le plus facile à passer, hein, entre je vous refais votre site web et je vous fais de la levée de fonds, ça marche toujours, hein. Mais ils n'avaient pas tout bêtement, ils n'avaient pas de pièces, ils n'avaient pas de local pour accueillir la personne et tout, hein. Ce qui peut être des choses très très belles. Bon, alors maintenant, post-pandémie, avec le télétravail et tout ça, je pense que ça se passerait différemment, hein. Ça, c'était des histoires avant, en 2019. Ouais. Ouais. Très bien. Donc, une question qui te concerne, Patrick, où les gens demandent si tu peux laisser ton contact. Voilà, je te laisse libre de répondre ou pas. Je suis allée voir Coeo, Grégory, hein, pendant que vous parliez. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de missions qui sont présentées dessus. Donc, voilà, est-ce que ça peut être intéressant si on est intéressé par le mécénat, de prendre contact avec vous? Est-ce que Pro Bono Lab, par exemple, qui est un des leaders, reçoit des offres en direct qui peuvent rebasculer? Moi, je me dis, nous, associations d'alumni, on reçoit des offres d'emploi, hein, qu'on diffuse à nos alumni. Je pense que beaucoup d'associations partenaires aujourd'hui, comme les ponts, les SEC, les télécoms, EM Lyon, seraient, à mon avis, également partantes pour réceptionner des offres gratuitement, hein, pour les relayer. Voilà, comment est-ce qu'on peut faire un petit peu naître des offres de mécénat de compétences que les salariés tentés à la suite de ce webinaire par le fait de faire quelque chose là-dedans pourraient aller consulter?
Alors, plusieurs éléments de réponse. Alors, c'est vrai que nous, on n'est pas en quelque sorte pourvoyeur Voilà. d'offres de mécénat de compétences individuelles. Nous, en fait, on propose avec les entreprises des programmes d'engagement, mais qui vont être vraiment à la carte. L'entreprise a un besoin, on en discute, on construit quelque chose ensemble et on engage les collaborateurs sur une mission qu'on aura trouvée ad hoc, en quelque sorte, en fonction des envies d'engagement. Sur les autres perspectives, alors peut-être qu'effectivement, ouais, Coeo, ça fait longtemps que je ne me suis pas promené sur leur site, donc je ne sais pas vraiment où ils en sont. Il y a donc jeveuxaider.com, je Ouais. crois, ou .org, qui est, voilà, qui est pas mal. Il y a Microdon également, que vous pouvez Hein. aller voir, et également Wenabi. Je vous les note dans le chat. Hop. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est d'autres possibilités où là, vraiment, vous avez des missions individuelles pour, pour tout un chacun. Après, contacter les responsables mécénats, hein, parce que les ONG, bon, dans le monde culturel, elles ont toutes des responsables mécénats, dans les ONG aussi, ça marche, hein, parce qu'en plus, l'avantage, c'est qu'ils connaissent mieux le dispositif. Hein, connaissent le dispositif. Hein. Parce que la difficulté aussi, c'est que, ben, c'est ce que disait Grégory, bon, il y a des postes très particuliers où c'est facile d'identifier. Après, suivant votre profil, ça peut être beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué de dire effectivement, de faire coïncider un profil et un besoin. Et ça passe forcément par dialogue. Enfin, je sais qu'en étant maintenant du côté des institutions, c'est pas forcément facile de dire je vais créer une fiche de poste là-dessus ou machin, parce que aussi, si le besoin est vraiment criant, on va avancer, quoi. Ça va pas forcément rester ouvert 6 mois ou 9 mois, on va essayer pour voir autrement. Donc, c'est pas si répandu que ça. Bon, sur ça. Bon. Non, mais c'est sûr, les organismes, les associations notamment, quand elles ont un besoin, elles ne pensent pas spontanément au mécénat de compétences. Donc, c'est pour ça que souvent, ça naît d'une rencontre à un moment donné où voilà, on sent, l'association voit une personne qui est en recherche d'un mécénat de compétences et se dit « Ah là là, moi, c'est une opportunité, on va réfléchir ensemble sur un besoin, on va construire les choses main dans la main pour que tout le monde s'y retrouve. » Et voilà, mais du coup, effectivement, quand elles ont vraiment un besoin à long terme, elles vont plutôt penser je crée un poste salarié, je trouve les ressources qui vont me permettre de financer ce poste et on avance comme ça. Donc voilà. Ouais. Donc, être très moteur soi-même, si on est intéressé par le mécénat de compétences, pour aller sourcer l'association qui va bien et ensuite monter le projet en faisant appel aux compétences de Pro Bono Lab. Mais donc, oui, parce qu'en plus, il faut voir qu'il y a d'autres choses. Quand on fait du mécénat de compétences, on n'en a pas pareil, il y a quand même derrière la quête de sens. Autant il y a des compromis qu'on va être prêt à faire quand on cherche un boulot. Par exemple, on ne va pas aller faire du mécénat de compétences si on a 2 heures de transport, par exemple. Des choses comme ça. Moi, je sais qu'il y a eu plein de cas comme ça. Donc, c'est aussi des paramètres qui vont être. Bien sûr, bien sûr. Il faut prendre en compte, quoi. Même si c'est la super association des rêves, bon, ok, moi je sais que j'avais une copine comme ça dans l'environnement, non, je vais pas les faire, je veux dire, je vais pas aller à l'autre bout de la région parisienne pour faire ça. C'est pour ça que je suis d'accord, c'est vraiment, comme dit Grégory, c'est vraiment aussi une rencontre et aussi voir par rapport à un éventail de besoins, dire effectivement, je pourrais faire ça, des choses comme ça, et ça match ou ça ne matche pas. Hein. Alors, une question qui arrive par le chat de Nicole qui dit: est-ce que Pôle emploi propose à ses allocataires des missions de compétences dans une optique de reconversion ou de maintien
maintien des compétences? Est-ce qu'ils connaissent au niveau de Pôle emploi le mécénat et pourraient être susceptibles d'orienter vers Alors, cela? c'est pas énormément répandu, mais de plus en plus. Alors, c'est vrai que nous, on travaille un petit peu avec des interlocuteurs voilà, qu'on arrive à identifier et qui sont très intéressés par la dynamique à Pôle emploi et qui vont, lorsque on a des missions qui sont ouvertes au grand public, bah, les diffuser et potentiellement positionner des gens. On travaille, nous, beaucoup aussi avec l'APEC Mm. au niveau des cadres. Et là aussi, eux, enfin, on va dire qu'ils sont peut-être un peu plus, ils voient davantage l'intérêt pour des cadres en recherche d'emploi que Pôle emploi ne voit l'intérêt pour l'ensemble des personnes qui sont accompagnées. Voilà, c'est vrai que des profils de cadres, c'est facile et très apprécié par les associations. Voilà, donc là où avec les demandeurs d'emploi suivis par Pôle emploi, voilà, tout le monde ne se retrouverait pas dans ce type de dispositif. Hein, clairement. D'accord. Voilà, mais donc du coup, pour alimenter aussi ce que je disais tout à l'heure, voilà, donc à Pro Bono Lab, vous pouvez trouver effectivement aussi quelques missions de manière ponctuelle sur notre site. En fait, donc nous, on est sur des formats courts, quasi exclusivement, même si on accompagne ponctuellement quand il y a besoin des personnes sur des mécénats à long terme. Mais voilà, ça c'est discuté à la carte avec le salarié et son entreprise. Mais sinon, voilà, vous pouvez vous connecter, vous inscrire même directement sur notre site et être notifié quand il y a une mission près de chez vous sur un format d'intelligence collective. Hein. Nous, c'est comme ça qu'on travaille. On réunit plusieurs personnes en groupe qui viennent d'horizons différents et on les fait travailler ensemble sur la problématique d'une association. D'accord. Y a-t-il d'autres questions? On arrive, il nous reste 5 minutes avant le terme donc, de ce webinaire. Ouais, Il y a plein de choses qui ont été dites, mais… dans le sourcing, il faut faire attention que c'est du mécénat de compétences, donc on doit apporter des compétences, hein, c'est pas une formation, parce que moi je sais qu'il y avait des salariés qui avaient cherché et ça avait été refusé, parce que en gros l'association disait vous êtes gentil, mais voilà, faut pas confondre avec un stagiaire ou un alternant. Hein. Donc, faut vraiment, et c'est franchement la rencontre entre vos compétences, et c'est pour ça que la question, plus vous êtes loin de votre secteur, évidemment, plus la transposabilité la question de la transposabilité des compétences se pose, et est-ce que les besoins de l'association, ce qu'a fait son champ d'expérience aussi. C'est comme dans une recherche d'emploi, hein, si vous êtes très très loin de chez vous, bah, la personne en face peut aussi se poser des questions. Hein. Nous, on a eu des cas comme ça dans mon entreprise où ça n'a pas pu se faire justement comme ça. Bien sûr, bien sûr. Si on n'a pas un impact positif sur l'association, la mission n'est pas vraiment réussie. Hein. Bah oui, c'est pas parce que c'est gratuit, enfin voilà. Si on lui fait perdre du temps, oui. Voilà, voilà. C'est vrai que j'ai un petit exemple pour illustrer un peu ça. Je vous parlais tout à l'heure des démarches de team building solidaire. Voilà, donc c'est vrai que ça a le vent en poupe, mais il faut aussi faire attention à ce qu'on propose dans ce cadre-là. Parce que voilà, moi j'ai une expérience en tête où justement c'était des salariés qui étaient allés repeindre des locaux d'un centre d'hébergement d'urgence. Et en fait, à un moment donné, il y a une des personnes qui est hébergée sur place voilà, qui s'est mis un peu en colère, qui a pris les pinceaux, qui a dit donnez-moi ça, vous faites ça comme des cochons, moi je suis peintre de formation, c'est moi qui vais vous apprendre comment on peint là, parce que vous faites n'importe quoi. Donc, voilà, il peut y avoir effectivement une illustration concrète qu'il faut apporter des compétences. Ouais, la motivation n'est pas suffisante. C'est pour ça que j'aime bien le terme de rencontre, parce que c'est vraiment ça. Et moi, je trouve c'est génial. Hein, je veux dire, et dans le milieu culturel, c'est vraiment sous-employé parce que les gens pensent souvent ONG, associations, etc., alors que 90% des structures culturelles peuvent accueillir du mécénat de compétences. D'accord. Un gisement d'emploi sous-utilisé.
Très bien. Eh bien, écoutez, je vois que certains commencent à se déconnecter en remerciant donc pour la clarté de vos explications, présentations à l'un et à l'autre. Donc voilà. Merci à Grégory, merci Patrick, merci à tous. Et donc, on vous enverra soit en direct pour ceux qui sont inscrits aux mines, soit par l'intermédiaire de vos responsables carrière. Donc, on vous enverra l'enregistrement. Pour une fois, on vous dit diffusez-le le plus largement possible. Le but de ce webinaire était de faire découvrir le mécénat de compétences. Donc, n'hésitez pas à en faire partager auprès de vos collègues et amis de façon à ce que la démarche essaime un peu. C'est une belle démarche de sens, de partage, de reconversion et de découverte aussi de nouveaux secteurs d'activité. Donc, c'est une démarche qui fait du bien à tous et donc partager le plus largement possible. Donc, merci à tous ceux qui se sont connectés et puis à très bientôt pour d'autres ateliers en ligne sur d'autres sujets. Au revoir. Voilà. Merci à tous, au revoir. Faites-le savoir, absolument. C'est le mot de la fin de Grégory et il est tout à fait adapté. Faites connaître et faites-le savoir. Merci Michel, merci à tous. Bonne journée. Merci Grégory.